Aujourd'hui, je vais vous raconter une fois de plus une histoire. Cette fois-ci sur un petit jeu dont vous avez peut-être entendu parler. Un jeu qui a été produit par deux petites personnes et qui est souvent référencé pour être l'un des meilleurs Metroidvania. Toujours pas ? Je parle bien évidemment de Hollow Knight. La première chose que l'on voit quand on lance une partie, c'est cette cinématique où on voit un prisonnier hurlant à l'intérieur d'une pièce, probablement à cause de cette matière orange qui est dans sa tête. La scène passe ensuite sur notre personnage qui, en observant un village au loin, décide de s'y rendre sans plus attendre, nous laissant ainsi prendre contrôle de celui-ci. On a donc possibilité de se déplacer, de sauter et de taper les méchants ennemis. Plus loin, un rocher renfermant de l'argent nous permet d'en récupérer un peu de géo. Ça va être notre monnaie pendant le reste du jeu. Il y a aussi cette espèce de tablette qui nous donne des instructions. Il y en aura un peu partout, et là par exemple, elle nous propose de canaliser notre âme. Bon, en fait, c'est juste ce qui nous permet de nous soigner en vidant une partie de la jauge en haut à gauche de l'écran. La même jauge se remplissant en frappant les ennemis d'ailleurs. En avançant encore, on trouve notre premier charme. Ces derniers vont nous confier certaines caractéristiques s'ils sont portés. Ici, par exemple, il augmente nos dégâts quand notre barre de vie est faible. Enfin, au bout de cette grotte, on trouve une grande porte, qui ne s'ouvre pas car on doit juste la détruire, pour accéder à ce fameux village, Dirtmouth. Ici, on rencontre l'ancien, qui nous dit qu'autrefois ce lieu était peuplé de beaucoup de monde, mais que tout le monde est parti pour explorer les cavernes en passant par le puits. Donc, en soi, j'ai juste à aller dedans pour les retrouver. On arrive donc dans les Routes Oubliées, c'est à cet endroit que réside la pièce que l'on a vue dans la cinématique du début. À côté, nous avons Quirrell qui nous accueille. Il a une obsession pour les mystères qui n'ont pas encore été résolus, comme que signifient les masques sur la porte de ce temple. C'est un ami qui pourrait être utile dans le futur, car on découvre tout autant ce lieu que lui. Un peu plus loin, je croise un gros garde très imposant qui m'attaque en tapant ses fesses par terre. Il gardait derrière lui une chenille toute mignonne qu'on peut donc libérer en brisant son bocal. En sortant de cette salle, il y a une entrée vers une sorte de mine de cristal. Malheureusement, l'exploration de cette zone sera pour plus tard à cause de ce sol qui barre la route. D'ailleurs, j'ai aperçu une autre chenille prisonnière, mais elle était hors de portée. J'ai donc réalisé ce banger. En remontant un peu, une grande salle remplie de cocons m'attendait avec le papa des chenilles. Ce dernier me récompensera pour chaque sauvetage de ses enfants. Plus bas, un personnage très important se présente, celui de Cornifère. Il est cartographe et a pour but de cartographier l'entièreté d'Hallownest. Il me propose aussi d'aller voir la boutique de sa femme à Dirtmouth. Mais d'abord, j'aimerais explorer un peu plus cette zone. Au bout d'un couloir, je tombe face à face à la mère de Gruz, un premier boss qui forcément n'est pas très difficile. Derrière elle, je trouve une hutte renfermant Sly, un marchand qui lui aussi me suggère d'aller jeter un coup d'œil à sa boutique au village. Je remonte donc à la surface, et deux nouvelles maisons sont ouvertes. La première avec Iselda, la femme de Cornifère, à qui j'achète une boussole et une plume pour m'aider à me repérer sur la carte. Et il y a aussi Sly qui vend quelques trucs intéressants, dont une lanterne qui permet d'éclairer les chemins tapis dans l'obscurité. Je voulais conclure l'exploration des Routes Oubliées, donc je suis allé au dernier endroit qu'il me restait à visiter. Là-bas, on peut activer une machine contre une modique somme pour faire venir le dernier coléoptère. Celui-ci facilitant grandement le déplacement global en me permettant d'aller d'une zone à l'autre à une très grande vitesse. D'un coup, une énorme armure me prend par surprise et m'assène des coups de masse très puissants. Un combat de boss assez contradictoire car, au bout d'un certain nombre de coups, une tête toute bouffie et beaucoup moins menaçante sort de cette carapace. Après l'avoir mis à terre 3 fois, il détruit le sol et me laisse l'achever pour laisser tomber le blason dans la ville.
C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Enfin, derrière cette arène, un chaman nous accueille en nous proposant d'essayer un tout nouveau sort, l'esprit vengeur. Celui-ci permettant de tirer une boule de feu en face de nous. Voilà qui est pratique. En parlant de pratique, ce tout nouveau sort nous laisse accéder à une toute nouvelle zone en tuant un gros tatou, Verchemin. Avec un environnement naturel rempli de flore et de faune qui nous gaze la tronche, celle-ci s'avère être un lieu très paisible. On a d'ailleurs ce personnage assez mystérieux qui nous échappe de peu à plusieurs reprises. Voilà un nouveau mystère qui nous pousse à le suivre pour savoir de qui il s'agit. Aussi, il y a des gros buissons qui me chargent dessus à quelques endroits, mais quand on les tape, c'est juste un petit bonhomme à l'intérieur. Comme autre ennemi ici, on a ces chevaliers moussus qui se battent plutôt bien en réalité, même s'il suffit juste de leur sauter dessus pour les battre. J'active la station de coléoptère, et c'est la dernière fois que je vais le mentionner puisque je pense que vous avez compris comment ça marche maintenant. Je suis aussi allé dans cette butte luxuriante qui m'a permis de récupérer un nouveau sort, les spectres hurleurs. C'est juste un sort vers le haut. Et en allant au bout d'un couloir, je tombe sur ce mystérieux personnage nommé Hornet. Elle me dit qu'une chose horrible se réveille et qu'elle sait ce que je veux faire. Ce qui est bizarre vu que moi-même je sais pas ce que je veux faire. Un duel respectable se lance ainsi, accompagné d'une superbe musique qui entraîne particulièrement le rythme du combat. En portant le dernier coup, elle fuit et laisse tomber la cape d'aile de papillon, qui me permet d'effectuer une ruée en avant, cela étant vraiment utile pour le déplacement. Je voulais partir et... Voudra-t-il briser les sceaux ? Ils ne peuvent être défaits. Ils doivent être défaits. Petit ombre, laisse-nous dormir, retombe dans les ténèbres, laisse-nous en paix. Qu'est-ce que... Quoi ? Je vous rassure, je suis aussi perdu que vous, là. Suite à cette confusion, je suis descendu en bas de la zone et ai trouvé une sortie vers la caverne nocive. Ici, on a une atmosphère relativement fongique, avec des ennemis champignons, des champignons sur les murs en guise de plateforme, des champignons qui crient comme Waluigi, et il y a aussi d'autres plus gros champignons qui se fracassent la tête sur le sol. Et ce mec bizarre qui me vend des charmes assez intéressants, mais bon, il se casse quand on meurt. Plus loin, on a encore des champignons, mais qui permettent de rebondir dessus cette fois. Malheureusement, je vois Hornet au loin, mais quand j'essaye de la suivre, je tombe sur des murs que je ne peux pas escalader. Je me retrouve plus loin dans une zone avec une ambiance différente. Il y a moins de champis, heureusement parce que sinon je vais m'énerver, mais plutôt des espèces de menthes religieuses. En effet, elles viennent du village des menthes. Dans celui-ci, l'objectif est d'activer tous les leviers afin d'ouvrir la grande porte au sol là. C'est aussi à cet endroit qu'on trouve la pince de menthe religieuse, un autre objet de déplacement permettant de sauter d'un mur à un autre, me donnant un accès à bien d'autres endroits. En dessous de cette trappe, on se tient face à d'imposants ennemis, les dames menthes. Cet honorable combat met en place 3 menthes à combattre en vague. On en affronte d'abord une, puis les 2 rappliquent en même temps, ce qui augmente le rythme de la bataille. Personnellement, je trouve qu'il s'agit sûrement de l'un des meilleurs combats de boss que le jeu a à nous offrir, que ce soit par la coordination des menthes ou par le défi qu'il représente pour les nouveaux joueurs car il n'est ni trop facile ni trop difficile, ce qui, je vous le dis, n'est pas évident à trouver dans un jeu vidéo. Je pense que la touche finale de cette rencontre, c'est qu'après les avoir battus, toutes les menthes du village vont nous respecter en s'inclinant devant nous. Il y a aussi cette grande porte qui mène à un endroit où j'ai pas forcément envie d'aller pour l'instant. Avec l'aide de la pince de menthe, je parviens à passer par le passage bloqué. Et c'est ici d'ailleurs où il fallait utiliser le blason de la ville, qui me permet d'accéder à la Cité des Larmes. L'ambiance de cette zone est très apaisante, avec une musique qui détend et la pluie en arrière-plan qui ajoute une touche sympathique à l'ensemble. Dans un premier temps, je me suis dirigé vers l'ouest de la ville, où je trouve ce vieux monsieur qui me propose d'améliorer mon aiguillon, ce qui va s'avérer être très pratique parce que jusqu'à maintenant mes dégâts face aux ennemis étaient minimes. À l'est de la ville, je me fraye un chemin à travers plusieurs plateformes. Je prends un ascenseur et me défais de l'assaut de divers ennemis. Tout ça pour enfin atteindre un petit endroit cosy avec un banc et cornifères. Après ça, je me suis retrouvé dans un lieu avec un accueil particulier.
Une musique orchestrale se joue et plein de figures spectrales commencent à m'attaquer avec des boules de feu. Mais aussi ce guerrier des âmes qui est plutôt coriace. Au bout du sanctuaire des âmes, une grande pièce se présente devant moi et il y a une silhouette menaçante au loin. Il s'agit du maître des âmes, une version beaucoup plus grosse des ennemis trouvés auparavant et qui a pour fâcheuse habitude de foncer la tête la première dans le sol pour essayer de me toucher. En posant un dernier coup, j'ai la possibilité de récupérer son sort. Ou pas. Bref, après m'être débarrassé de lui pour de bon, je suis désormais capable de reproduire son attaque favorite, celle-ci me permettant de briser les sols craquelés. Et ça tombe bien, parce qu'il y avait justement ce sol instable vers les routes oubliées. En le franchissant, l'accès au mont cristal se rend disponible. Un réseau de grottes rempli de cristaux et de mineurs qui extraient incessamment ce précieux matériau. Toutefois, il y a plusieurs salles sombres, donc pour parer à ce problème, je suis allé chez Sly au village pour lui acheter une lanterne de Lumafly, qui éclairera mon chemin dans les ténèbres. Au sein de ces excavations de cristal, on a un ensemble un peu moins tranquille que d'habitude. Des plateformes qui se retournent côté pointu dès qu'on les touche, des passages sur des murs remplis de pics, des scarabées qui lâchent des lasers de leur dos, et plein d'autres créatures recouvertes de cristaux. Parmi elles, on tombe sur le gardien de cristal. Un combat loin d'être difficile, juste avec un gros bonhomme qui saute et crie partout. En même temps, j'ai envie de dire heureusement parce que le battre donne l'accès au repos sur le banc où il dormait. En inspectant un peu plus les environs, je suis poussé à effectuer une série de parcours en esquivant des lasers et d'autres plateformes tournantes. Au bout de ce chemin, une carcasse de robot imposante se présente devant moi, et en interagissant avec, je débloque le cœur de cristal qui m'octroie la capacité de me propulser en avant avec une vitesse phénoménale. Enfin, après la traversée d'un sombre couloir, je trouve la butte cristallisée, qui, pour la faire courte, m'a permis d'améliorer l'un de mes sorts. Et c'est possible pour chaque sort d'obtenir une amélioration. Aussi, en revenant sur mes pas, je suis tombé dans un gros trou, qui m'a fait atterrir ici. Cet endroit a une allure mystérieuse, avec des sortes de tombes et un arrière-plan grisé. En avançant, un hôtel me transmet ces mots. Pour protéger le vaisseau, les rêveurs restent endormis. Monomone l'érudit, Lurien le veilleur, Héra la bête, grâce à leur dévouement, à l'honnête perdure. Et avant que je ne puisse réagir... Petit ombre, ne t'approche pas. Qu'est-ce qui l'oblige à sortir des ténèbres? Qu'est-ce qui l'oblige à retourner dans ce royaume sacré? Un appel d'au-delà des sceaux, par le vaisseau ou par cette lumière captive? Les sceaux se briseront-ils? Ils ne peuvent être défaits. Mais le vaisseau s'affaiblit, ce fléau rejaillit, ils doivent être défaits. Mais nos sceaux demeurent, notre devoir perdu doit être rejeté. Notre devoir perdure, cela doit être fait. Moku Batese.
L'aiguillon des rêves, cet artefact qui est capable de percer à travers le voile qui sépare le monde éveillé du monde des rêves. Son plein pouvoir peut être restauré grâce à l'obtention d'essences. Par exemple, en frappant cet arbuste, il répartit ces mêmes essences un peu partout autour de lui, celui-ci faisant un moyen relativement simple d'en récolter. Mais on va voir que ce n'est pas le seul à disposition. En effet, à différents endroits dans le royaume, on peut rencontrer des tombes renfermant l'âme d'anciens guerriers, avec ainsi l'occasion de les affronter. En général, ces combats sont plus courts que des affrontements de boss classiques, et après les avoir surpassés, on est récompensé par une quantité bien plus raisonnable d'essence que ce que l'arbuste d'avant avait à offrir. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que pour restaurer au complet l'aiguillon des rêves, il va nous en falloir 1800. En descendant un peu, je trouve un ascenseur. Ce dernier me ramène vers la Cité des Larmes, mais dans un quartier avec une apparence beaucoup plus luxurieuse. Même les ennemis sont différents ici. De ce côté de la ville, il y a plusieurs habitations, dont certaines on peut aller dedans pour y trouver toutes sortes de choses. Plus loin, on a un passage vers le haut qui, après avoir passé plusieurs vagues d'ennemis, avec certains plus robustes que d'autres, me donne accès à un autre ascenseur. En haut de celui-ci, une arène se présente en face de moi avec plusieurs carcasses inertes. Il s'agit en réalité des veilleurs, et il y en a 5, ce qui rend le combat non seulement long, mais aussi probablement l'un des plus difficiles du jeu entier, dû au fait que la plupart du temps, on va se retrouver bloqué dans un coin sans issue pour esquiver la prochaine attaque. Mais bon, après un effort acharné, on ressort vainqueur de cette rencontre. Et en voulant réclamer notre récompense, on tombe sur ça. Le corps endormi de l'un des rêveurs. En entrant dans ses rêves, on l'aperçoit en face de nous, mais même si on l'attaque, il ne résiste pas. Il attend juste une chose, qu'on l'absorbe afin de mettre un terme à son éternel dévouement. Bon, je sais que ça commence à être très perturbant tout ça, mais laissez-vous porter par l'histoire et vous comprendrez. Donc en passant, je suis allé améliorer mon sort basique en interagissant avec ce truc bizarre, ce qui m'a donné l'âme d'ombre, une attaque plus grosse et plus efficace. La prochaine zone sur la liste, qui a besoin d'une clé pour y accéder, c'est les voies d'eau royales. Vulgairement appelées les chiottes de la ville, on y trouve des créatures immondes, comme ce ver qui est insupportable. Par contre, on a aussi le défenseur bousier, autrement appelé le Goat. Il a un thème de fou, c'est celui qui est joué en fond, mais malheureusement son combat est vraiment loin d'être difficile, et donc ça va de soi, il se termine plutôt rapidement. En explorant plus profondément dans les égouts, on peut trouver un endroit mystérieux avec des eaux acides un peu partout. Il s'agit du bosquet d'Isma. Et c'est ici que l'on va récupérer la larme d'Isma qui nous permet donc de nager dans ces eaux acides, ce qui est bien pratique. Si on revient dans l'arène du bousier, on a la possibilité de lui parler, et tout de suite, ce que j'ai dit tout à l'heure prend sens. En effet, il s'excuse de nous avoir attaqués et nous dit qu'on l'a vaincu de manière chevaleresque et majestueuse. Et apparemment, il a reconnu cette Isma car il a reconnu la larme qu'on a récoltée juste avant, et en vue de ses paroles, si on réfléchit un peu, on peut spéculer qu'il était amoureux de cette personne. Il nous dit aussi qu'il était autrefois un chevalier au service du roi, avec d'autres à ses côtés. Et il nous parle qu'ils ont été vaincus par un ennemi sans forme. Bizarre ça. En remontant vers la cité, un autre endroit nous donne la possibilité de descendre.
mais cette fois beaucoup plus bas, dans un lieu appelé le bassin ancestral. Comme d'habitude, on a Cornifère qui est là pour nous vendre la carte de la zone, et plus loin, une machine qui fait apparaître un banc devant un fossé. J'ai manqué de me manger un mur de pique pour aller à l'autre bout du fossé, mais j'ai remarqué que les ennemis de cet endroit sont tous recouverts de cette matière orange, dont certains sont formés directement à partir de cette dernière. Et au bout de ce chemin, il y a ça. Ce qu'on est en train d'affronter, c'est l'un d'entre nous. Le masque, la cape, tout correspond. Et il a été corrompu devant nous par ces espèces de bulbes répugnants. En plus de ça, c'est un combat qui est dur. L'ennemi est agile, rapide, et fait apparaître des fantômes pour l'aider dans ce duel. Et le pire, c'est que après l'avoir vaincu, il tend le bras vers nous, avec l'espoir qu'on puisse l'aider. Mais c'est déjà trop tard. Bon, au moins en récompense, on a des ailes qui nous donnent un double saut. Aussi, comme autre truc, on a cette grande porte qui est verrouillée et un corps sans vie en armure blanche. En me dirigeant vers la droite de la Cité des Larmes, je me retrouve aux frontières du royaume. Tout de suite, on est enveloppé d'une ambiance sinistre, avec la musique, les corps de guerriers qui tombent en permanence, tout est là pour qu'on se sente mal. En plus, les ennemis ici sont insupportables. Il y a des insectes moches qui bondissent dans tous les sens, des bestioles qui crachent 3 projectiles en même temps, donc c'est quasiment impossible de ne pas se faire toucher, et comme si ça suffisait pas, les trucs qui bondissent, il y en a des versions bien plus grosses. Si on se balade encore en explorant vers le haut, on retrouve encore Hornet qui nous barre la route pour effectuer un dernier test. Un test pour savoir si on est digne de savoir la vérité. Et effectivement, c'est un véritable challenge. Les attaques du boss sont plus rapides, elles rajoutent des parades et on voit des boules de pique dans l'arène. À la fin du combat, on a accès à la carapace abandonnée et elle nous permet de récupérer la marque du roi. Je retourne donc au bassin ancestral et la porte s'ouvre. Un grand gouffre se tient devant moi, sans musique, un fond noir et tout en bas se présentent les abysses. En allant vers la gauche, une salle me permet d'effectuer ma 3e et dernière amélioration de sort, le cri des abysses. Plus loin, je croise la route de tentacules qui sortent d'une eau extrêmement sombre, suivie de plein d'ombres qui veulent m'empêcher de rentrer dans ce phare. À l'intérieur, je peux allumer la lumière et libérer la voie vers la suite de la zone. Enfin, je trouve cette grande statue qui tend un récipient de liquide abyssal, et en sautant dedans, je déverrouille la cape des ombres, une version supérieure à la ruée basique qui me permet de passer à travers les dégâts sans me faire toucher, comme on peut le voir avec ces tentacules. Je l'avais laissé pour plus tard, mais il est temps d'y aller. Ni profond. Normalement, ça aurait été compliqué de naviguer ici dû à l'obscurité, mais grâce à la lanterne que j'ai achetée auparavant, c'est tout de suite plus simple. Bon, par contre, il n'y a pas besoin de leur dire, cet endroit est effrayant. Des 1000 pattes géants, des araignées au plafond, des scolopendres. Dites-vous, il y a même des insectes possédés par des araignées ou je sais pas quoi, façon alien.
Et comme si ça suffisait pas, on a ces espèces d'araignées géantes qui sont terrifiantes. Tous ces éléments apportent un environnement dérangeant qui démarque cet endroit de tout le reste du jeu. On a toujours cette peur d'y aller parce que, en plus, c'est vraiment pas compliqué de se perdre. Enfin bref, au bout de cet enfer, on trouve le village lointain. Il y avait une maison dans laquelle je suis rentré et à l'entrée il y avait un banc avec un accueil assez sympa. Ah, je crois que je me suis fait piéger. Bon, va quand même falloir que je me trouve une sortie à cet endroit diabolique. En réalité, c'est pas non plus une très grande cage, mais ce qui importe, c'est ce qu'il y a au bout de celle-ci. Eh bien, au bout, on trouve l'un des 3 rêveurs sur notre liste. Et comme le précédent, aucune résistance, et elle se laisse consommer. Le dernier endroit où je dois me rendre est Brume Canyon. C'est loin d'être le même style que Nid Profond, mais ça rassure. Il y a des belles méduses un peu partout, avec certaines qui nous explosent à la tronche dès qu'on les tape. On arrive donc devant l'entrée d'une sorte de temple. Devant, on a Quirrell qui nous dit être appelé par ce bâtiment. Il s'agit en fait des archives de l'érudite. Ici, il y a beaucoup de méduses, petites comme grosses, avec des lucioles électriques. En bout de pièce, une grande salle nous attend avec un gros boss. Ouh. Dans ce combat, l'objectif est d'esquiver les lucioles électriques qu'il fait apparaître en attendant que Quirrell vienne nous aider pour détruire la barrière de la méduse géante, nous permettant ainsi de le blesser. C'est un peu basé sur de la chance selon la situation dans laquelle vous êtes au moment de faiblesse du boss. Après cet affrontement, on nous met devant un grand bocal et Quirrell nous attend. As-tu ressenti son appel toi aussi? Je réalise que ce n'est pas par hasard si nous arrivons ensemble. Je me souviens de cet endroit, bien que la plus grande partie de ma mémoire ait disparu. Dans ces chambres de stase, l'érudite entreposait toutes les connaissances du royaume afin d'entreposer son propre esprit en son centre. Pour sauver Alonest, l'érudite est volontairement devenue un sot, mais elle s'est entourée d'une protection supplémentaire. Bien que je ne possède aucun souvenir sur ce qu'il s'est produit, je sais que j'ai joué un rôle dans l'accomplissement de cet exploit. Elle m'a guidé jusqu'à elle, ici et maintenant, pour inverser cette protection, tout cela pour pouvoir te venir en aide. Après toutes ces péripéties, il nous reste une chose à faire. Revenir là où tout a commencé.
au sein du temple de l'œuf noir. Quand on arrive au cœur du temple, le chevalier de la cinématique du début nous attend. Et on peut briser ses chaînes pour l'affronter. Un duel sans relâche se lance. Il m'assène des coups plus rapides les uns que les autres. La musique entraînante fait monter la pression. On échange des coups chacun notre tour. Je me fais toucher, je l'esquive. Je le frappe, il m'esquive. C'est à se demander si ce combat a réellement une fin. Jusqu'à ce que, tout d'un coup, il se transperce plusieurs fois. Toute la corruption qu'il a accumulée au fil du temps, celle contre laquelle il a résisté pendant des années, il veut en finir. Et au dernier coup, comme les rêveurs, c'est à notre tour de prendre sa place et de devenir le nouveau vaisseau scellé de la corruption. Sauf qu'on a un souci. 52%, ça fait pas beaucoup tout ça.
En même temps, il y a plein de trucs que j'ai pas fait, comme restaurer l'aiguillon des rêves ou l'exploration de toute une zone. Bon bah écoutez, de toute manière quand faut y aller, faut y aller. Hein. Je me dirige donc vers les jardins de la reine. Il y a beaucoup de végétation ici, similairement à Verchemin. La différence, c'est qu'on retrouve ces mantes religieuses volantes, mais ce ne sont pas les mêmes que celles trouvées au village de Mantes, curieusement. On tombe aussi sur une arène avec encore d'autres types de mantes. Elles sont sur pied et beaucoup plus agressives que celles qu'on a déjà connues. En fait, pour l'anecdote, il s'agit d'un clan qui s'est rebellé contre les Dames Mantes et ont donc été exilés de leur village initial. C'est d'ailleurs ici que l'on va trouver leur chef, le Seigneur Traître. Une version bien plus grosse que les petits qu'on a vus juste avant, avec des attaques dévastatrices comme ces ondes de choc qui requièrent l'utilisation de la cape d'ombre pour les esquiver. Mais bon, à ce stade-là, c'est pas un boss qui va nous arrêter. Toutefois, moi qui pensais être au bout de mes surprises, après cet affrontement, une toute petite pièce nous attend avec une dame blanche à l'intérieur. Elle nous dit qu'elle a un cadeau pour nous, qu'elle a gardé pendant très longtemps, la moitié d'un tout. Et apparemment, quand les deux moitiés sont unies, une grande puissance sera accordée à son porteur. Car selon elle, cette puissance sera nécessaire sur le chemin qu'il nous reste à parcourir. Cette moitié étant un fragment blanc. En essayant de trouver l'autre fragment, je repasse à côté de l'armure blanche et remarque des particules de rêve autour d'elle. J'essaye donc l'aiguillon des rêves dessus et ça ne marche pas. Je pense que c'est le moment d'aller l'améliorer. Bon, pour faire simple, il fallait que j'aille à chaque endroit où il y avait des particules de rêve. Ça pouvait être une tombe, tout comme ça pouvait être un boss déjà vaincu. Donc je commence la récolte avec un objectif de 1800 essences. Sauf que un ennemi ne suffisait pas. Il m'en fallait encore. Toujours plus. Non, 1320, ce n'est pas assez. 1470, il ne me reste plus beaucoup. 1670, 1770, plus qu'un seul. 2020. C'est bien au-delà du nécessaire. Je dois désormais me rendre chez la voyante pour enfin obtenir l'aiguillon éveillé des rêves, étant capable de percer même l'esprit le plus protégé. Je frappe donc l'armure blanche avec mon nouvel outil. Transporté dans son rêve, je remarque cette armure, mais vivante cette fois-ci, qui me tient tête, bloquant l'accès au palais blanc. C'est sans égal la zone la plus difficile et complexe de l'entièreté du jeu, en raison de sa particularité principale. En effet, dans ces lieux, il ne s'agit pas d'explorer une zone ou d'esquiver des hordes d'ennemis, ni de battre un boss. Elle est redoutée par plusieurs car remplie de scies circulaires sur toutes les surfaces, cela en fait un véritable défi pour chaque joueur qui tenterait de pénétrer cet endroit. Même si quelques moyens de passer certains pièges sont à disposition, il est impossible que vous passiez chacun d'entre eux du premier coup, sans même vous faire toucher. De plus, le chemin à parcourir est long et requiert de la patience afin de venir à bout de celui-ci. Plus loin, des pics sont ajoutés au lot de pièges. Le fait qu'elles se rétractent et ressortent du sol avec un rythme frénétique ne facilite pas du tout la tâche. Enfin,
Après avoir surmonté cette épreuve, on est récompensé par le roi, se tenant sur son trône, mort. Et comme prévu, c'était lui qui détenait la deuxième moitié de l'âme royale. Mais si je vous disais qu'il existe un segment bien plus difficile que tout ce que l'on a pu voir jusqu'à présent, il est vrai que c'est un endroit entièrement optionnel et très facile à louper, étant donné que pour y accéder, il faut briser un mur invisible. Ce moment du jeu représente selon moi l'une des meilleures expériences qu'un jeu peut offrir à son utilisateur. Non pas à cause de la difficulté incommensurable de celui-ci, mais dû au sentiment qu'il procure tout de son long. Tout y est, la musique qui est merveilleuse et à laquelle un élément est ajouté à chaque segment du parcours passé. À chaque erreur, il est normal de se demander pourquoi je fais ça, quel intérêt. Sauf qu'en réalité, chaque fois que l'on échoue, c'est une occasion de se relever. On prend en considération la faute qui est à l'origine de notre chute.
Et même dans les moments les plus difficiles, l'abandon n'est pas une solution. Seul l'échec est présent. Encore. Et encore. Et encore. Et au bout du tunnel, on parvient à surmonter cette épreuve. Même l'inattendu n'est rien face à ce qu'il y a derrière nous. Et comme tout le reste, on réussit, malgré les erreurs, à sortir vainqueur. Avec l'âme royale en main, je me dois d'aller là d'où je viens, plus profond que jamais dans les abysses. Me débattant des ombres de mes proches, je tombe nez à nez avec un œuf. Je le frappe donc avec mon aiguillon des rêves et...
Pour ceux qui n'avaient pas compris, la silhouette qu'on vient de voir, qui était la même que juste avant, c'était nous. Et maintenant que tout a été réalisé, il ne me reste plus qu'à revenir au temple de l'œuf noir. Sauf que cette fois-ci, Hornet vient m'aider et me laisse l'occasion de rentrer dans les rêves du chevalier. Et une fois à l'intérieur, la source de la corruption nous fait face. Radiance. Le dernier affrontement, celui qui mettra un terme à tout. Mais d'abord, il faut triompher de ce combat rude et acharné, où il va falloir redoubler d'efforts pour passer au travers de ce dernier. Chacune de ces attaques est faite pour nous nuire. En plus d'infliger 2 fois plus de dégâts que n'importe quel autre ennemi du jeu, elle recouvre pour la plupart l'entièreté de l'espace disponible de l'arène. Que ce soit des lances qui viennent du ciel et des côtés, des pieux qui sortent du sol, des boules de lumière à tête chercheuse ou des faisceaux de lumière, tout est là pour nous faire perdre. En deuxième phase, le nombre de plateformes est limité, et elles sont beaucoup plus éparpillées qu'à celles d'avant. Enfin bon, après tout, on finit toujours par sortir vainqueur, n'est-ce pas ? Mais... à quel prix ?